nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Charles Lenay, professeur à l'Université de technologie de Compiègne, sur le thème Darwin et l'eugénisme, la question du hasard et du progrès dans la sélection naturelle. Alors, j'ai reçu un message d'un abonné de la reconstruction que je vais lire en partie. Le parallèle établi par Darwin entre biologie et linguistique trahit plutôt la volonté du biologiste de juger la sélection naturelle par la méthode des linguistes. Euh, Voir Patrick Thor, évolutionnisme et linguistique, suivi de la théorie de Darwin et la science du langage, de l'importance du langage pour l'histoire naturelle de l'homme. C'est un livre paru chez Vrin en 1980. Ceci en raison du souci de Darwin de justifier sa thèse par des arguments empruntés à d'autres disciplines, ici la généalogie linguistique. Je cite, leur seul arrangement convenable ou même possible serait encore l'ordre généalogique en indiquant la filiation et l'origine de chacune. Fin de citation. Il y aurait donc, poursuit mon interlocuteur, qui est Paul Gils, il y a donc concordance théorique entre biologie et linguistique, non seulement dans le sens qui va de la première vers la deuxième, mais ce qui est moins connu de la linguistique vers la biologie. Les comparatistes partent aussi des interférences entre les deux disciplines par les emprunts de la terminologie génétique à la linguistique, qu'il s'agisse de la conception structurale de la génétique, entre parenthèses génomique, et de la linguistique, ou bien du réductionnisme génétique et du retour à une épigénétique analogue à la perspective pragmatique. Voilà une contribution donc que j'ai reçue. J'ai maintenant plaisir à présenter le professeur Charles Lenay, professeur de sciences cognitives et de philosophie des sciences, directeur puis directeur adjoint de l'équipe COSTEC, Connaissances, Organisation et Systèmes techniques à l'Université de technologie de Compiègne. Il est habilité à diriger des recherches en philosophie et en histoire des sciences. Ses premiers travaux concernent l'histoire de la biologie, essentiellement les théories de l'évolution et de l'hérédité. Ensuite, dans le contexte de l'Université de technologie de Compiègne, il s'est consacré à l'étude de la constitutivité technique de l'expérience humaine par le raisonnement, la mémorisation, la perception, l'interaction. Et dans le cadre de recherches sur l'autonomie de personnes aveugles ou malvoyantes, il a mis en place un paradigme de recherche expérimentale sur les prothèses perceptives. Euh, et il a développé ainsi une forme d'Internet tactile. Il travaille actuellement sur les conditions techniques des interactions perceptives. Euh, Prière de couper votre micro, il y a quelques interférences. Merci. Il travaille actuellement sur les conditions techniques des interactions perceptives et sur la constitution de valeurs émotionnelles partagées. Après avoir été vice-président de l'Association française pour la recherche cognitive et avoir animé diverses équipes de recherche et d'enseignement, il a créé un groupe d'intérêt scientifique, Unité des technologies et des sciences humaines, avec les universités de technologie de Troyes et de Belfort-Montbéliard, ainsi que l'école d'ingénieurs Uni-LaSalle. Voilà, j'ai plaisir maintenant à lui passer la parole. Monsieur Lenay, Voilà, ça y est. Merci François. Alors, je pense que j'ai une... alors, et merci donc pour cette invitation. Je procède au partage d'écran. Hop, et je mets ça en mode présentation qui devrait fonctionner. Oui, c'est parfait. C'est bon? C'est parfait, Euh, oui. OK.
Bon, eh bien, allons-y. Alors, dites-moi, j'ai bien de combien de temps je dispose là que je me trompe pas? Là, vous avez jusqu'à 19 heures. Si Oui. vous finissez avant, on commencera D'accord, ok, la, oui, la- la la discussion. discussion à ce moment-là, puisque en principe, on finit à 19h15. Ok, très bien. Donc, allons-y. Donc voilà, je vais vous parler de Darwin et puis bah, sur la suggestion de François Rastier, je l'ai orienté vers les aspects Darwin et société, si je puis dire, en tout cas les questions de l'eugénisme et du darwinisme social. Alors, mon plan, c'est d'abord de commencer en disant que bon bah quand même Darwin se faisait écho des idées eugénistes. Mais, donc, on va voir, et je vais beaucoup me baser sur des citations et la lecture de citations. Je pense que c'est un peu l'esprit de ce séminaire qui consiste à revenir au texte même. Donc, pour ça, on va avoir quelques citations qui placent bien, qui montrent comment Darwin se faisait écho des idées eugénistes, mais aussi pour s'y opposer, puisque c'était un peu sa façon de faire, toujours de présenter des avis et après de dire les siens. Et ses avis et sa raison d'opposition, on verra ça, que ça tient à deux choses qui sont très importantes, qui est l'explication de la sympathie et le refus d'une évolution progressive, de l'idée d'une progression de l'évolution. Ça nous obligera à revenir à sa théorie, à parler du hasard et des façons de le contrarier, ce hasard, à travers les statistiques très rapidement. Donc voilà. Donc pour commencer, d'abord ces citations qui montrent à quel point, quand même, dans un livre très important qui est La descendance de l'homme, paru en 72, je crois, 1872, hein, donc bien après l'origine des espèces, le fameux livre événement, c'est en 1859. Donc, il a pris son temps quand même avant de parler. Et du coup, d'autres ont parlé pour lui et ont généralisé évidemment l'idée d'évolution au cas humain avant lui. Et alors lui, il reprend ça. Bon. Il dit par exemple, donc, chez les sauvages, les individus faibles de corps ou d'esprit sont promptement éliminés et les survivants se font ordinairement remarquer par leur vigoureux état de santé. Quant à nous, hommes civilisés, nous faisons au contraire tous nos efforts pour arrêter la marche de l'élimination. Nous construisons des hôpitaux pour les idiots, les infirmes et les malades. Nous faisons des lois pour venir en aide aux indigents. Nos médecins déploient toute leur science pour prolonger autant que possible la vie de chacun. On a raison de croire que la vaccine a préservé des milliers d'individus qui, faibles de constitution, auraient autrefois succombé à la variole. Les membres débiles des sociétés civilisées peuvent donc se reproduire indéfiniment. Or, quiconque s'est occupé de la reproduction des animaux domestiques sait, à n'en pas douter, combien cette perpétuation des êtres débiles doit être nuisible à la race humaine. Donc, euh, il en résulte que les membres insouciants, dégradés et souvent vicieux de la société, là il y a un problème de micro quelque part, il en résulte que les membres insouciants, dégradés et souvent vicieux de la société tendent à s'accroître dans une proportion plus rapide que ceux qui sont plus prudents et ordinairement plus sages. Voici ce que dit à ce sujet Monsieur Gregg. Alors Gregg, je vais le reciter un petit peu plus loin. Mais d'abord ici, donc qui a écrit un article que je vais reciter plus loin. L'Irlandais, malpropre, sans ambition, insouciant, multiplie comme un lapin. L'Écossais, frugal, prévoyant, plein de respect pour lui-même, ambitieux, moraliste, rigide, spiritualiste, sagace et très intelligent, passe ses plus belles années dans la lutte et dans le célibat, se marie tard et ne laisse que peu de descendants.
Dans l'éternelle lutte pour l'existence, c'est la race inférieure et la moins favorisée qui aura prévalu. Et cela non en vertu de ses bonnes qualités, mais en vertu de ses défauts. Donc voilà. Alors ce Greg, William Raisborn Greg, avait publié en 1865, donc on est dans l'intermédiaire entre l'origine des espèces et la descendance de l'homme, ce texte qui avait eu beaucoup d'écho et que j'ai dû récupérer comme ça sous forme photo. We perceive that the law of natural selection and of the preservation of favored races and individuals in the struggle for existence has become, in the course of man's progress, not only modified, as pointed out, ça on pourra en parler, and directed to one part of its organization, the brain alone, but positively suspended, and in many instances almost reversed. Là, je cite parce que ça renvoie à l'effet réversif de notre ami Patrick Thor. It even dawns upon us that our existing civilization, which is the result of the operation of this law in past age, may be actually retarded and endangered by its tendency to neutralize that law in one or two most material and significant particulars. Bon. Donc là, c'est juste un petit extrait, je l'ai pris parce que c'était question de l'inversion de la sélection en quelque sorte. Voilà, on est dans une civilisation qui agit contre la sélection naturelle. Enfin, plutôt que la sélection agit contre l'homme. Donc, ça, c'est l'aspect. Darwin se fait écho de ces idées eugénistes, comme quoi il y a une crise due aux soins sociaux dans notre civilisation. Euh, et, mais Darwin dit tout ça pour après dire le contraire, pour dire combien il s'y oppose, et c'est ça qui va nous intéresser, c'est de comprendre le pourquoi de cette opposition. Peut-être pas pour des principes, enfin, pour des principes qui sont, qui tiennent fondamentalement à sa recherche. Donc, il va dire, notre instinct de pousse à secourir les malheureux. La compassion est un des produits accidentels de cet instinct, notre instinct social, que nous avons acquis dans le principe au même titre que les autres instincts sociaux dont il fait partie. La sympathie, d'ailleurs, pour les causes que nous avons indiquées, tend toujours à devenir plus large et plus universelle. Nous ne saurions restreindre notre sympathie en admettant même que l'inflexible raison nous en fit une loi, sans porter préjudice à la plus noble partie de notre nature. Mm. On est dans une version donc, naturaliste hein, de l'humanisme. Nous devons donc subir, sans nous plaindre, les effets incontestablement mauvais qui résultent de la persistance et de la propagation des êtres débiles. Alors, donc Darwin s'oppose aux idées eugénistes et à l'application du principe de la lutte pour l'existence dans le cadre social. Donc, ceci pour deux raisons. Plutôt que d'aller contre l'altruisme, il fallait plutôt comprendre l'origine de la sympathie chez les animaux sociaux et son développement particulier dans l'espèce humaine. Attendez, j'ai un petit problème technique parce que je ne sais pas pourquoi je ne peux pas lire. Enfin bon. Alors, euh, donc deux aspects, deux raisons. Expliquer la sympathie, ça fait partie des choses qui sont en jeu. Et la deuxième, c'est contre l'idée de progrès. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est le plus important et le plus étonnant, si on veut, à l'époque où Darwin travaille, c'est-à-dire en pleine Angleterre victorienne. Euh, Pourquoi et comment?
euh, et ça va être la question qu'on va essayer de résoudre, hein, euh, s'opposer à l'idée de progrès, à l'idée de progrès dans la transformation des espèces. Ça va à contre-courant de l'idéologie de l'Angleterre victorienne, je viens de le dire, et par prudence, Darwin, il va le dire toujours indirect, toujours avec sa méthode de laisser parler quelqu'un avant de dire à quel point il n'est pas d'accord, comme par exemple Herbert Spencer. Ça, c'est son mode rhétorique bien caractéristique pour ceux qui sont plongés dans ses écrits, c'est très frappant. Toujours cette façon de parler et d'écrire, hein, et de dire le contraire. Euh, donc, par exemple, pour voir, c'est toujours en s'appuyant sur des citations, hein, euh, nous sommes disposés, ainsi que l'a fait remarquer M. Bagot, à considérer le progrès comme la règle normale de la société humaine. Mais l'histoire contredit cette hypothèse. Les anciens n'avaient pas plus l'idée du progrès que ne l'ont de nos jours les nations orientales. Nous devons nous souvenir que le progrès n'est pas une règle invariable, ou plutôt, dernière citation, chacun admet que les hautes aptitudes intellectuelles sont avantageuses à une nation. Certains écrivains en ont conclu que les anciens Grecs, qui se sont à quelques égards élevés intellectuellement plus haut qu'aucune autre race, auraient dû, si la puissance de la sélection naturelle est réelle, s'élever encore plus haut sur l'échelle, augmenter en nombre et peupler toute l'Europe. Cette assertion découle de la supposition tacite, si souvent faite à propos des conformations corporelles, c'est-à-dire de la prétendue tendance innée au développement continu de l'esprit et du corps. Mais toute espèce d'évolution progressive dépend du concours d'un grand nombre de circonstances favorables. La sélection naturelle n'agit que d'une façon expérimentale. En anglais, tentative. Alors, pour comprendre ça, alors, et cette opposition au progrès, elle est vraiment contre tout le monde, si je puis dire, aussi bien contre les théologiens, les déistes, ou autres qui voulaient retrouver un sens dans l'évolution, ou les eugénistes. Tout le monde était gêné par cette position. Donc, il faut essayer de revenir, et du coup, je vous propose de repartir un petit peu dans la genèse de l'idée darwinienne, donc dans l'intimité de son travail. Alors, le cas de Darwin est vraiment passionnant pour l'historien des sciences, hein. Je pense que c'est une des personnes les plus étudiées de l'histoire humaine en termes de travail d'historien. On parle d'une industrie darwinienne, hein, dans les recherches en histoire sur Darwin. Des livres sortent sans cesse. Et voilà, cet homme a été étudié sous toutes les coutures, toutes ses relations. Il y a eu plusieurs psychanalyses, plusieurs analyses de Darwin. Ici, vous voyez donc une image de son bureau avec les fameux petits carnets, parce qu'il nous a tout laissé. Il nous a laissé une correspondance énorme, 14 000 lettres, les petits carnets sur lesquels il griffonnait ses idées, les livres qu'il annotait, c'est pas bien, mais il les annotait. Et enfin bon, tout ça est une ressource formidable. Et puis, il y a eu des cohortes de chercheurs qui ont travaillé et qui maintenant ont mis en ligne, moi j'avais dans le temps, hein, des éditions papier, mais ils ont mis en ligne, on a mis en ligne ces petits carnets des années 1837-1838. C'est-à-dire, Darwin a fait son voyage autour du monde qui a duré 5 ans. Il est revenu en 1836 et puis il s'est mis au travail. Et puis en rangeant toutes ses affaires, bon, il était vraiment convaincu et donc que il fallait trouver une théorie de la transformation des espèces. Donc ici à tel, et on le voit au travail. Et ça, c'est quelque chose de vraiment passionnant de rentrer comme ça dans l'intimité de la recherche, de pouvoir voir comment il écrit, comment il a des idées qu'il remet lui-même en question, comment il réécrit sur ce qu'il a écrit, et puis toute une activité, il déchire des pages,
il les reclasse ailleurs. Alors, on les a pas toutes retrouvées, mais bon, des gens dès qu'on retrouve une page, on va retrouver où est-ce qu'elle était. Enfin, il y a toute une archéologie du support, comme dit Bruno Bachimon, un collègue. On peut vraiment travailler sur l'objet. Enfin, bon, plein de chercheurs s'y sont mis pour essayer donc de suivre euh, vraiment, jour au jour le jour, Darwin au travail, et à un moment donné, il rentre dans une sorte d'ébullition intellectuelle. 1837, 1838, il a plusieurs carnets en même temps. Il y a même un carnet appelé M pour métaphysique, dans lequel il écrit précisément que ce sont des idées qu'il écrit là, mais qu'il faudrait que personne ne lise à propos de questions métaphysiques. Il a en même temps un carnet de géologie et de biologie. Et toutes ces idées, donc, et voilà, c'est un vrai outil de travail. Et on va le voir, donc, 2 minutes, vite fait, dans ce travail. Alors, la première chose, c'est que on trouve, donc, dans le carnet, je ne sais plus lequel d'ailleurs, le carnet B, euh, le premier schéma, alors là, très célèbre, où, bon, bah, il s'est dit, I think, vous voyez, c'est marqué, I think, euh, et voilà, il montre ça. Alors, c'est toujours c'est des notes personnelles. Donc, case must be that one generation then should be as many living as now. To do this, to have many species in same genus, ça demande des extinctions. Et là, donc, il faut qu'il y ait des éliminations d'espèces pour que petit à petit, il y ait un enchaînement d'espèces, une série de spéciations qui forment une évolution. Euh, et ça, c'est bien sûr une idée, et il pense, OK, j'ai mon idée, mais il ne trouve pas euh, quels sont les mécanismes, hein, à travers une colossale correspondance, hein, j'ai des allusions, 14 000 lettres. Il informait des informations de de toute l'Europe au moins, et au-delà, auprès et de scientifiques et de techniciens du vivant, donc des horticulteurs, des éleveurs. Et, euh, et tous faisaient valoir qu'il y avait, oui, des variations, des transformations dans leurs élevages, mais ils étaient incapables d'en donner les causes. Et plusieurs scientifiques y travaillaient, puisque déjà en France, à la suite de Lamarck, beaucoup de personnes travaillaient sur la recherche de principes de transformation des espèces. En particulier, on peut dire Étienne et Geoffroy Saint-Hilaire ou Camille d'Arrestre en France. et Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, il faisait une tératologie expérimentale. Avec Camille d'Arest, il travaillait sur des œufs en mettant du vernis sur des œufs, par exemple, pour produire des monstres. Et puis, en espérant que ces variations soient héréditaires. Bon, on peut dire que ça ne marchait pas très, très bien. Donc, enfin, tout le monde essayait. Et Darwin écrit dans plein de directions. Bien sûr, les hybridations, les effets de la sexualité, euh, l'usage et le défaut d'usage, pourquoi pas, les effets psychologiques, enfin, comportementaux sur des variations. Enfin, il envisage à peu près tout. Euh, et il faut bien voir que la question n'est pas simplement comme ça, scientifique, théorique, c'est aussi une grande question aux enjeux économiques considérable, puisque c'est toute l'agriculture qui est derrière. Et le truc, c'est qu'on n'a pas de moyen de provoquer, de contrôler les variations qu'on voudrait avoir dans ces élevages ou dans ces serres. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait quelque chose qui n'est pas scientifique, on se débrouille, on fait de la technique, suivant une opposition entre science et technique typique de l'époque,
on fait de la technique, c'est-à-dire bah, on se débrouille avec ce qu'on a, on bricole. Et qu'est-ce que c'est que le bricolage? Bah, ça consiste simplement à garder les animaux qui nous plaisent et à éliminer ceux qui nous plaisent moins et à favoriser le croisement des animaux qui nous plaisent. Mais ça, c'est un état de choses qui est technique et donc c'est pas ce qui intéresse Darwin. C'est seulement plus tard, donc le 23 septembre 1838, qu'il relie Malthus, alors qu'il le relit ou qu'il le lit. Malthus, l'ouvrage était paru une dizaine d'années auparavant, le principe des populations de Malthus. Et voilà ce qu'écrit dans son petit carnet D Darwin. Population is. Alors, je suis désolé pour mon anglais affreux pour lire des citations en anglais. Je ne sais pas si c'est vraiment pas mieux que vous les lisiez vous-même. Enfin bon, je le dis quand même. Population is increased at geometrical ratio in far shorter time than 25 years. C'est l'exemple principal de Malthus, c'est le doublement de la population américaine en 25 ans. Yet, until the one sentence of Malthus, no one clearly perceives the great check amongst men. There is spring, like food used for other purpose, as wheat for making brandy. Enfin, non, je préfère vous le laisser lire. Voilà. Even a few years plenty make population in men increase and ordinary crop cause a death. Take Europe. Bon, non, je vais sauter parce que là, vraiment, parce que tout ça est un peu compliqué vu que c'est des notes personnelles. The final cause of all this wedging must be to sort out proper structure and adapt it to change. To do that to form with Malthus so is the final effect, that means our evolution, of this populace of the energy of man. One may say there is a force like 100,000 wedges trying to force every kind of adapted structure into the gap in the economy of nature, or rather forming gaps by thrusting out weaker ones. Donc, de la lecture de Malthus, de cet effet d'explosion des populations, de toute population vivante, hein, où un couple a plus de deux descendants, eh bien, la croissance est multiplicative, elle est géométrique, elle est exponentielle, on dirait. Et donc, eh bien, ça représente une force, et c'est ça qui frappe Darwin, euh, qui force à l'adaptation, donc dans l'économie de la nature, c'est-à-dire on dirait le grand système écologique de la nature, ou plutôt qui forme ou plutôt qui forme de nouvelles places, hein, de nouvelles issues, enfin, gaps dans le grand système de la nature. Donc, frappé par cette idée, Darwin se dit, bah voilà, j'ai un mécanisme automatique de sélection. Et ça, bon, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire. Nous, ça nous paraît évident et quand on dit sélection, on sait qu'il y a ce truc cette idée de sélection naturelle. Mais à l'époque, sélection, ça renvoie complètement, évidemment, à une action humaine. Et la question, c'est comment faire qu'une sélection puisse être naturelle. Alors, là, il y a un schéma sur lequel je vais revenir plusieurs fois pour essayer d'expliquer le, le passage, enfin la construction, on va dire, d'une théorie qui est véritablement nouvelle. C'est-à-dire que par rapport aux méthodes d'explication classiques qu'on avait en sciences, là, Darwin introduit un nouveau schème explicatif et il faut mesurer l'ampleur de cette nouveauté qui n'échappera pas, ceci dit, quand même aux contemporains.
Et c'est là important de bien s'en rendre compte parce que c'est là que intervient le hasard. Parce que d'une certaine façon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Darwin ne résout pas son problème. Il cherche les causes des variations qui produisent une évolution. Il ne les trouve pas, comme les éleveurs. Mais l'idée là, c'est d'accepter l'abandon de l'explication de l'évolution par les causes des variations. Mais, et plutôt de se dire, bah, faisons comme pour les éleveurs, de la même façon que bah, il y a des variations qui se produisent dans leurs élevages, ils sont incapables de les provoquer, mais elles sont bien là, et ils pratiquent simplement une sélection. Maintenant, ces variations, puisque c'est pas eux qui les ont contrôlées, c'est pas eux qui savent, qui sauraient les mécanismes qui les déterminent, ces variations sont au hasard pour eux, les éleveurs. Eh bien, il faut imaginer qu'il y a une sélection naturelle, un phénomène naturel dû à la croissance des populations, qui fait que dans la nature aussi, il y a des variations et qui sont sélectionnées, mais que ça n'est pas les conditions environnementales qui produisent les variations. En tout cas, ce n'est pas les mêmes conditions qui produisent la sélection et qui produisent les variations. Alors, je vais revenir sur cette question, mais d'abord, il faut dire que euh, Darwin a eu du mal à se convaincre lui-même. Hein. Il est pas, c'est pas, ouais, on a trouvé, et c'est fini. Non, non, et il continue euh, à chercher et il va passer évidemment beaucoup, beaucoup de temps avant de publier. Il prépare son travail doucement et surtout, on voit tout son dialogue avec lui-même à travers ses écrits pour se convaincre du pouvoir et de la suffisance de ce mode d'explication. Parce que il lui fallait donc résoudre, on va dire, deux grandes difficultés avant de publier. Donc, d'une part, admettre qu'il avait un principe suffisant là pour expliquer les phénomènes et de bien défendre qu'il n'y avait pas subrepticement un retour de la volonté dans la nature. C'est-à-dire de la même façon que les éleveurs ont une volonté qui guide leur action, qui veulent avoir des vaches qui fassent plus de lait ou des chevaux qui courent plus vite. Et là, ils ont un principe de sélection qui leur vient hein, et qu'ils appliquent. Est-ce qu'on ne risque pas de retrouver cette volonté dans la nature? Euh, et donc, renoncer, comme je le disais, à expliquer l'évolution euh, par une simple causalité directe, avec des variations. Comment expliquer que c'est qu'il y ait des variations dans la nature et que pourtant elles n'obéissent pas à une direction, qu'elles soient au hasard relativement à leur valeur adaptative? Et que donc ce serait seulement par l'action continue de la sélection que les espèces se différencieraient et s'adapteraient. Maintenant, Darwin n'abandonna absolument pas la recherche des causes. Il continue, hein, et il va continuer. Il publiera en 1868 un livre sur les variations des plantes et des animaux sous la domestication. Euh, mais plus il avancera dans la recherche de causes des variations héréditaires, des transformations des espèces, euh, ce sera pour montrer précisément que ces variations sont indéfinies ou indirectes et qu'elles vont dans des sens qui ne sont pas euh, orientés par la valeur adaptative qu'elles pourraient avoir. Alors, dès lors qu'on a ce schème explicatif, il faut quand même le dire là avant d'aller plus loin, c'est qu'on a là un nouvel outil expliqué, l'existence d'adaptation, l'existence de finalité apparente. Eh bien,
on a enfin un mécanisme qui se passe de cause finale. Je vais expliquer ça en disant simplement, bah voilà, il y a des variations, et puis un principe de sélection de ces variations. Et ça, on va le retrouver, cette façon d'expliquer, on va la retrouver dans tous les domaines. Bien sûr, on en parlait un peu en linguistique, mais aussi en épistémologie, en psychologie, euh, en économie, bien sûr aussi. Enfin bon, partout, à chaque fois, on veut expliquer que quelque chose est finalisé, ben, on va dire, bah oui, j'ai des variations, et puis une sélection. Alors, euh, d'autre part, donc ça, c'était le premier point, il fallait faire un deuil, en quelque sorte, d'une explication de l'évolution par une causalité directe. Et d'autre part, il fallait éviter que on y voit un retour de la volonté dans la nature. Euh, et ça, il fallait éviter, surtout que pendant que Darwin réfléchissait, était paru un ouvrage de Robert Chambers, de façon anonyme, s'appelait Les vestiges of the Natural History of Creation, qui était un ouvrage qui reprenait des idées lamarckiennes et puis qui généralisait dans des vastes lois du développement de, de la nature en général et de l'espèce humaine en particulier, un peu comme Herbert Spencer le fera à sa façon. Donc une loi d'évolution du cosmos, des espèces. Et ça avait fait un scandale monstrueux en Angleterre. On y voyait l'arrivée des infâmes idées matérialistes des Français, de la façon dont on prenait Lamarck en Angleterre. Et voilà, et Darwin donc avait très très peur, surtout que c'était des amis à lui qui avaient qui étaient montés au créneau pour critiquer cet ouvrage. Donc, il se disait, avant de pouvoir publier mes propres idées, il faut que je sois vraiment sûr de moi. Euh, et voilà, cette idée de sélection pouvait très bien réintroduire une volonté dans la nature. À preuve, un texte écrit par Charles Nodin en 1852, toujours donc avant la publication de l'origine des espèces, indépendamment, hein, eh bien, quand on lit, je vais vous le faire lire, le, on a l'impression de voir les idées de Darwin, euh, mais c'est pas du tout les idées de Darwin. Je vous laisse le lire. Enfin, lisons-le. Voilà ce qu'écrit Charles Nodin, naturaliste français. Nous voulons d'une espèce animale ou végétale tirer une variété qui réponde à tel de nos besoins, et nous choisissons parmi le grand nombre des individus de cette espèce pour en faire le point de départ d'une nouvelle lignée, ceux qui nous paraissent s'écarter déjà du type spécifique dans le sens qui nous convient, et par un triage rationnel alors un triage rationnel, hein, et suivi des produits obtenus, nous arrivons au bout d'un nombre indéterminé de générations à créer des variétés ou espèces artificielles qui répondent plus ou moins bien au type idéal que nous nous étions formés. Donc là, vraiment une action réalisée. J'avais le type idéal et et qui transmettent d'autant mieux à leurs descendants les caractères acquis que nos efforts ont portés sur un plus grand nombre de générations. Telle est, dans nos idées, la marche de la nature. Comme nous, elle a voulu former des races pour les approprier à ses besoins, et avec un nombre relativement petit de types primordiaux, elle a fait naître successivement et à des époques diverses toutes les espèces végétales et animales qui peuplent le globe. Donc on pourrait dire, bah, formidable, incroyable. Donc Charles Nodin, avant, bon, Darwin avait déjà ses idées, mais en tout cas avant la publication des idées de Darwin, il a l'idée donc d'une sélection dans la nature. Sauf que cette sélection, elle est rationnelle, elle agit en fonction d'un type idéal, c'est-à-dire que oui, il y aurait un principe de sélection, mais qui serait guidé par une finalité. Ça, c'est précisément ce à quoi Darwin veut résister. Et c'est à ça que sert l'idée
de l'analogie entre sélection artificielle et sélection naturelle dont je suis en train de vous parler. Euh, Si une sélection naturelle devait jouer un rôle explicatif, il fallait montrer qu'elle pouvait être purement mécanique, sans laisser place à la moindre intentionnalité. Pour cela, donc, la stratégie de Darwin était de défendre le hasard dans la sélection naturelle en s'appuyant sur l'analogie de la sélection artificielle. Donc, c'est la construction puis la défense de la théorie de la sélection naturelle qui obligeait Darwin à défendre un rôle fondamental du hasard dans le fonctionnement de cette théorie. Donc, les variations héréditaires doivent se produire au hasard relativement aux conditions de sélection. Sinon, on reviendrait à une forme de lamarckisme ou à un développement prédéterminé de la nature. Évidemment, c'était difficile de justifier ce hasard. Bien sûr, plus tard, et ça, ce serait toute une autre histoire que on n'aura pas le temps de voir là, mais on pourra en parler de la discussion si vous voulez. Plus tard, à travers les développements des théories d'hérédité, développement suscité par le travail de Darwin, mais leurs développements vont déboucher avec Weizmann à ce qu'on appelle le néo-darwinisme, et là, on pourra s'appuyer sur une sorte de différence ontologique entre le germène, le plasma germinatif, ce que maintenant on pourrait dire le matériel génétique, et le soma, le corps, l'épigénèse des caractères. Donc, à partir de là, quand cette différence sera faite, ça deviendra beaucoup plus facile d'expliquer qu'il puisse y avoir une causalité des variations qui soit différente de la causalité de la sélection. Mais ce qui nous intéresse, c'est que dès donc les années 1840, pour Darwin, il fallait lui expliquer comment, dans la nature, pouvait s'instituer comme une coupure entre deux domaines de causalité suffisamment indépendants. D'un côté, les variations héréditaires, de l'autre côté, la sélection. C'était pas évident. Et une des preuves à quel point c'était pas évident, c'était qu'il n'était pas forcément compris en la matière. Un exemple, c'est la traductrice la première traductrice en français de Darwin, qui s'appelait Clémence Royer. C'était une femme qui était très engagée dans des mouvements féminisme euh, et radicaux et, euh, et eugénistes aussi à sa façon. Euh, et en tout cas qui défendait un matérialisme radical. Et donc elle écrit, euh, alors elle a fait, c'était un scandaleux sa traduction de Darwin. Elle fait une préface, je ne sais plus combien de pages. Après elle insère partout dans le texte des notes de bas de page et elle explique Darwin. Dans la toute première édition, elle transforme le mot sélection par élection. C'est élection naturelle. Enfin bon. Après, elle va corriger, mais, euh, mais donc Darwin est horrifié et il va confier une nouvelle traduction à Edmond Barbier. Bon, enfin, résultat, qu'est-ce qu'elle dit, par exemple? Pour s'opposer à cette idée de chance, de hasard. Si l'effet des conditions de vie se confond avec celui de la sélection naturelle, c'est peut-être qu'au fond, ils ont l'un ou l'autre une cause première identique, qui agit seulement d'une manière plus ou moins directe et à l'aide d'une série plus ou moins longue de causes secondaires. Autrement dit, il n'y a qu'une causalité dans la nature. Il n'y a pas à dire qu'il y a des choses au hasard les unes des autres, par rapport aux autres, et c'est cette grande causalité qui produit euh, une évolution qui, elle aussi, est bien sûr déterminée. Alors, ça, c'était pas l'idée de Darwin. Et ça, il s'y opposait, et donc, c'est pour ça qu'il a retiré le travail à cette traductrice.
Pour lui, pour Darwin, et c'est ça qui m'intéresse le plus, et que je vais approfondir, c'est que le hasard des variations relativement à la sélection, le fait que les variations héréditaires se produisent indépendamment des conditions de sélection, rebondit en un hasard de l'évolution elle-même. C'est-à-dire que euh, les variations qui se produisent peuvent redéfinir les conditions de sélection, les places dans l'économie de la nature. C'est-à-dire découvrir des nouvelles façons de vivre. Autrement dit, il s'agit de voir que les variations, chaque variation transforme les conditions de sélection. Il n'y a pas un principe de sélection fixe relativement à des variations aléatoires, mais les variations, toute variation remet en question quelles sont les conditions de sélection. Et donc, l'évolution elle-même n'a pas un ordre, n'a pas une direction générale ou un principe qui permettrait de, euh, de la prédire. Et pour ça, pour défendre cette idée-là, Darwin consacre beaucoup de travail à défendre ça, et il le fait en revenant sur la sélection artificielle. Sélection artificielle qu'il naturalise, c'est-à-dire, bon, il va expliquer que les processus de sélection, d'abord, ils ont été toujours faits par les êtres humains sans le vouloir, simplement parce que ils commençaient à éliminer les animaux qui leur les plaisaient le moins et garder ceux qui leur plaisaient, sans savoir que c'était qu'ils faisaient par là une sélection. Mais surtout, ce qui le passionne, c'est les animaux de fantaisie. C'est-à-dire le fait tout ce existe à l'époque, et qui existe toujours, avec une moindre intensité, qui est l'élevage d'animaux extravagants qui sortent de l'ordinaire et qui sont jugés beaux et qui concourent dans des grands concours d'élevage. Mais lorsque je lui demande, bon, à Zagreb, là, c'est une lettre, s'il regarde comme voulu par la Providence pour l'amusement de l'homme chaque variation du biset duquel l'homme a fait, par accumulation de croisements, un grosse-gorge ou un pigeon-paon, il ne sait que me répondre. Et s'il admet, lui ou quelque autre, que ces variations sont accidentelles en ce qui concerne le but, c'est-à-dire accidentelle relativement à des conditions de sélection. Naturellement, ce n'est pas accidentel en ce qui concerne la cause ou l'origine. Oui, je n'ai pas assez dit. Hein, pour Darwin, il n'y a pas de hasard dans genre un effet sans cause. Non, tout a bien des causes. S'il y a des variations, il y a des causes. On ne les connaît pas, certes, mais il y en a. On suppose, c'est un principe métaphysique qui guide l'action de la recherche, on suppose bien sûr qu'il y a des causes aux variations. Mais, mais c'est pour ça que j'ai pas insisté, j'ai été trop vite. Le hasard est toujours que relatif, hein. Mais sauf que c'est une relation dans la nature. Donc, si elle met que ces variations sont accidentelles en ce qui concerne le but, naturellement, ce n'est pas accidentel en ce qui concerne la cause ou l'origine, alors je ne vois aucunement pourquoi il considérerait comme préconçu les variations accumulées par lesquelles ont été formés le pivert si admirablement adapté. Ça, c'est pour l'espèce naturelle. Pas, personne, mais c'est la même chose pour les animaux de fantaisie. Personne, par exemple, n'aurait jamais essayé de produire un pigeon-paon avant d'avoir vu un pigeon dont la queue offrait un développement quelque peu inusité. Personne n'aurait cherché à produire un pigeon grosse gorge avant d'avoir remarqué une dilatation exceptionnelle du jabot chez un de ces oiseaux. Autrement dit, euh, les animaux de fantaisie euh, sont le résultat de variations proposées par ces animaux. C'est pas un simple désir qui viendrait comme ça de la volonté de l'éleveur, mais c'est bien l'animal qui a suggéré cette possibilité-là. C'est ça qui intéresse Darwin, c'est que c'est la variation qui a inventé le principe d'une sélection. Euh,
Et pour lui, et il en est même bien sûr dans la nature. Euh, c'est pour ça que Darwin défendait la possibilité d'une spéciation sympatrique. Alors, la spéciation, la différenciation d'une espèce en deux sous-espèces, généralement, on dit qu'elle est allopatrique, c'est-à-dire que pour que ça se produise, il faut que la population soit séparée dans deux patries, dans deux régions différentes, sans possibilité de croisement entre les deux populations pour que chaque population, ça c'est vraiment l'histoire des pinsons des îles Galapagos, chaque population évolue de son côté, puis à la fin, si les populations se retrouvent, ben là, elles peuvent plus se reproduire entre elles et ça nous fait deux espèces. Ça, c'est la spéciation classique allopatrique. Mais Darwin envisageait aussi la spéciation sympatrique, c'est-à-dire dans une même patrie, dans un même territoire, eh bien, une population pourrait se diviser en deux sous-populations indépendantes parce que bah, des individus auraient inventé d'autres solutions, d'autres façons de vivre euh, qui porteraient leur propre principe de sélection différencié et qui produiraient donc une séparation des populations. Tout ça pour dire que dans la vision de Darwin, il y a une sorte d'indéterminisme de l'évolution elle-même qui résulte donc du hasard des variations. Euh, ce hasard, c'est précisément ce qui rendait impossible toute récupération, d'abord créationniste, parce que on pouvait très bien, et plusieurs l'avaient proposé, on pouvait très bien admettre une transformation, une origine des espèces au long des temps géologiques, le concilier avec une création divine. C'est simplement que bah, plutôt que de l'avoir fait en quelques jours, Dieu aurait créé le monde en plus longtemps. Mais ça resterait une création suivant bah, des lois que Dieu aurait installées au départ et qui auraient conduit au résultat qu'on connaît. Ça, ça demandait à minima que le principe explicatif obéisse à une causalité déterministe. Cette indétermination que Darwin imposait empêchait cette nouvelle récupération possible, cette nouvelle harmonie possible entre science et religion. Euh, mais ça aussi, ça posait tout autant de problèmes pour les eugénistes, pour ceux qui voulaient faire de la sélection naturelle, le principe de l'évolution par sélection naturelle, le principe d'une action sur les sociétés humaines auquel j'ai fait allusion au début de mon topo avec les citations. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, une action eugéniste? Ça veut dire prétendre agir au nom de la sélection naturelle, prétendre agir pour favoriser la sélection naturelle contre des effets délétères de la société humaine, pour dire comment aller dans la bonne direction. Mais quelle bonne direction? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit qui est à favoriser? Euh, si on s'en tient à la logique qui est que bah, sont favorisés les individus qui se reproduisent le mieux étant donné les conditions de sélection. Si on prend l'exemple de Greg, eh ben les Irlandais sont plus adaptés que les Écossais. Bon, c'est tout. Et il n'y a pas à s'en faire un problème. Euh, donc non, c'était pas possible et c'est pas du tout comme ça, évidemment, que les eugénistes raisonnaient. Et l'idée, c'était de pouvoir agir pour promouvoir une bonne direction de l'évolution hein, et qu'on voudrait défendre euh, contre les perturbations sociales, contre la sympathie. Alors la solution qui va être celle de tous les eugénistes, ça va être de réduire statistiquement le hasard. Euh, et ça va être le cas. Tous les eugénistes. Alors c'est intéressant, là j'ai marqué quelques noms, Francis Galton, Karl Pearson, Fisher, Haldane. D'abord appartiennent à tout le spectre politique, tout,
les eugénistes, hein, Galton, on va dire, c'est de droite. Karl Persson, il est socialiste. Fischer, plutôt de droite, même bien de droite. Haldane, il est communiste. Il est euh, rédacteur en chef de l'équivalent de l'Humanité, hein, en Angleterre. Donc, le, en tout cas, ça, c'est c'est un point. Mais tous sont aussi, développent aussi une nouvelle branche des mathématiques qui est la statistique. Parce que tous les éléments qu'on connaît de la statistique, que ce soit la régression linéaire, les coefficients de corrélation, l'analyse de la variance, sont produits par des eugénistes. Euh, et l'idée, c'est quoi? Bah, c'est de réduire le hasard à des régularités en travaillant au niveau de population, où on pourra retrouver un déterminisme global avec une variabilité sous-jacente continue. Mais il faut bien voir que cette solution, elle consistait à adopter une position de surplomb. Parce que pour obtenir une régularité statistique, il faut définir une variable. Il faut un point de vue de la sommation, on dit. C'est-à-dire qu'il faut que je regarde une variable et je néglige évidemment une multitude de variations locales qui s'accumulent et qui vont dans un sens ou dans un autre, le tout suivant une courbe normale, et je vais pouvoir travailler sur les moyennes. Mais cette solution consiste à avoir une position de surplomb, je viens de le dire, une relation hiérarchique, qui est la relation hiérarchique entre une sélection qui, cette fois-là, est entendue comme indépendante des variations qui se produisent. Et donc, là, à ce moment-là, la sélection est vraiment pensée comme un principe d'optimisation où bah, j'ai une variabilité continue, j'applique constamment une même sélection sur cette population et si j'admets un taux d'hérédité, eh bien, je vais avoir un déplacement progressif du phénotype de cette population. Euh, mais ceci part du principe d'une opposition donc entre critères de sélection et variation. Et là, on voit que les valeurs euh, suivies par les eugénistes sont forgées indépendamment des faits d'évolution qu'ils prétendent corriger. Et dans le fond, ça revient à abandonner le principe de réduction scientiste ou matérialiste à partir duquel ils prétendent légitimer leur action. En fait, les principes de la sélection ne sont pas contenus dans l'évolution. Cette position de surplomb était précisément ce que Darwin refusait. Il ne s'agit pas d'imposer des critères qui viendraient d'ailleurs sur des populations. Ce sont les populations qui produisent les critères de l'évolution. Euh, pour lui, pour Darwin, il fallait au contraire proposer une explication évolutionniste du développement des valeurs morales humaines. Donc, impossible de trouver dans l'évolution une orientation qui aurait servi de critère pour guider l'action politique, qui plus est, dans un sens opposé aux caractères comme la sympathie qui sont produits, qui seraient produits par cette évolution, puisque c'est ça que Darwin défend, c'est que nos critères moraux sont les produits de l'évolution. Et donc, la sympathie en particulier, comme un instinct social fondamental, est le produit de l'évolution des animaux sociaux dont l'homme est le paroxysme. Euh, Dès les petits carnets, hein, c'est ça une idée qui le séduit beaucoup, c'est que les instincts sociaux, alors je traduis plutôt, mais que je suppose de démontrer, dont je propose de montrer qu'ils sont la fondation de ce qu'il y a de plus intéressant et des sentiments moraux des animaux,
sont le produit de l'évolution. Personne ne peut contester l'importance qu'ont pour les animaux inférieurs ces diverses qualités sociales. Or, il est probable que, de même que chez les animaux, les ancêtres de l'homme en sont redevables à la sélection naturelle jointe à l'habitude héréditaire. Lorsque deux tribus d'hommes primitifs habitant un même pays entraient en rivalité, il n'est pas douteux que, toute autre circonstance étant égale, celle qui renfermait un plus grand nombre de membres courageux à s'entraider et à se défendre mutuellement ait dû réussir plus complètement et l'emporter sur l'autre. Donc un principe de sélection, en l'occurrence de sélection de groupe. Et donc une autre citation pour expliquer cette idée, donc que nos valeurs morales renvoient à des instincts sociaux qui, dans le cas de l'espèce humaine, ne sont pas des instincts complètement déterminés, qui font agir simplement automatiquement euh, en faveur des autres ou des enfants, mais qui sont relativement indéterminés, qui nous rendent sensibles à la vie des autres euh, et, euh, et au blâme ou à la félicitation de la part des autres, et donc nous amène euh, à définir des normes de comportement. À mesure que l'homme avance en civilisation et que les petites tribus se réunissent en communautés plus nombreuses, la simple raison indique à chaque individu qu'il doit étendre ses instincts sociaux et sa sympathie à tous les membres de la même nation, bien qu'il ne lui soit pas personnellement connu. Ce point atteint, une barrière artificielle seule peut empêcher ces sympathies de s'étendre à tous les hommes de toutes les nations et de toutes les races. L'expérience nous prouve malheureusement combien il faut de temps avant que nous considérions comme nos semblables les hommes qui diffèrent considérablement de nous par leur aspect extérieur et par leurs coutumes. La sympathie étendue en dehors des bornes de l'humanité, c'est-à-dire la compassion envers les animaux, paraît être une des dernières acquisitions morales. Donc voilà, cet instinct de sympathie qu'on a nous emporte au-delà de notre cercle familial, au-delà de nos relations directes, à s'étendre à toute l'humanité et au-delà, d'ailleurs, euh, par la compassion envers les animaux. C'est le propre de notre humanité. Euh, donc, dans ce cadre-là, il est bien sûr absurde d'agir au nom de ces valeurs contre l'évolution qui les a produites. On comprend le refus de Darwin de prétendre s'appuyer sur la contingence de l'évolution pour dire ce qu'il faudrait faire socialement. Bon, voilà. Alors, je m'approche de ma conclusion. Je sais pas, j'ai l'impression d'aller très vite, mais bon, peut-être pas. Alors, mais ceci dit, là, je résiste pas à une petite citation d'actualité euh, qui montre, à contrario, la permanence de cette pensée qui comprend la sympathie comme étant un défaut à combattre comme un obstacle à l'action sociale. Hein. C'est une petite citation de Elon Musk qui vient de produire il y a quelques jours. The fundamental weakness of Western civilization is empathy. Enfin, maintenant, Darwin disait sympathie, mais on peut dire empathie. Euh, voilà, on est encore dans cette idée d'une lutte contre l'empathie, comme, comme si c'était un défaut de civilisation. Bilan, pour Darwin, la sélection naturelle n'est pas un principe d'optimisation. C'est un principe de recherche, c'est un principe d'exploration des possibles dans le monde vivant, de la diversité. C'est ça qui intéresse Darwin, c'est toutes les possibilités que l'on a de vivre et l'invention de ces possibilités à travers un processus d'évolution.
Voilà, c'est ce que je mets là comme dernière phrase, c'est effectivement la dernière phrase de l'origine des espèces. C'est cette déclaration devant le- l'admiration de l'infinité des formes et des adaptations animales, qui est tout le sens que pour Darwin a l'évolution naturelle. Voilà, j'ai pas regardé ma montre tout en Oui. poursuivant mon chemin. Je sais pas si j'étais trop long ou pas assez, mais